écoutez, c'est une très très belle salle, c'est très intéressant pour nous d'organiser une activité comme celle-là quand vous répondez présent de cette façon-là. Alors, encore une fois, vous êtes très nombreux pour cette réception civique des gens d'affaires. Visiblement, vous appréciez ce rendez-vous annuel, et bien sachez que nous aussi, nous apprécions beaucoup cette occasion-là de vous voir et de partager avec vous le fruit de nos efforts collectifs. C'est sûr qu'on va vous demander un peu d'attention pendant la soirée. Pour les habitudes, c'est quand même une allocution. On va prendre quelques minutes, on prend le temps de vous présenter le bilan de la dernière année et les perspectives de la prochaine année. Alors, c'est l'occasion ce soir, si la personne à côté de vous parle, vous avez le droit de donner un petit coup si c'est bon pour dire écouter. Alors, encore cette année, c'est l'occasion de dresser, comme je le dis, le bilan et perspective, de constater à quel point Telford est en santé. Alors, au nom du conseil municipal, je suis donc très fier de vous accueillir officiellement à la réception civique des gens d'affaires 2025. Alors, oui, en fait, petite anecdote, je me permets de vous dire, de saluer aussi des gens qui sont présents. Donc, j'ai vu Isabelle Lecourt, notre députée, qui est présente. Merci beaucoup d'être là. Donc, Isabelle qui est là. On a des représentants aussi, Luc Bertha, je ne sais pas si c'est lui qui est arrivé, sinon son adjoint. Me permet de dire que je suis là aussi comme préfet, donc le maire est là, mais le préfet est là. Puis je dis ça parce qu'en fait, au Val-de-Bord, cette semaine, j'ai Hugo Gosselin, Hugo, j'ai vu tantôt, qui dit moi, j'ai dit à Hugo, est-ce que tu vas être là, Hugo? Il dit oui. Puis au moment qu'il m'appelle à prendre ma gorgée d'eau, Hugo, dis-toi, est-ce que tu vas être là? Alors, je me suis étouffé là comme il faut, donc je me permets de dire à Hugo, oui, je vais être là ce soir. Donc, tout ce qui se passe à la ville est un travail d'équipe. C'est pourquoi il est important pour moi de vous présenter plusieurs personnes qui jouent un rôle clé dans nos activités. En commençant par les membres du conseil municipal, ils sont impliqués, participent chacun à une demi-douzaine de comités. Alors, les voici, les membres de notre comité, les membres de notre conseil municipal. Ils sont avec nous, finalement, tout le monde est là. Donc, il y a José Perrault, j'ai pas vu arriver José, par exemple. José est en vacances, José n'est pas là. Donc, et voilà. On a Michel Vérault qui est là. Michel est juste là. On a Adam Patry, district numéro 3. On a Yvan Corriveau, district numéro 4, juste là. On a Émilie Rémiard, district 5, qui est derrière, Émilie est derrière. District 6, Luc Champagne. District 7, Jean-Yves Angers. Et district 8, Anthony Pilote, qui est juste là. Alors, merci beaucoup de votre bonne collaboration pendant toute l'année. C'est très agréable, nos réunions du conseil. Pour ceux qui écoutent Infoman, c'est pas parfait partout. Chez nous, ça se passait bien, on n'est pas d'accord sur tout. Mais on réussit à discuter dans le respect et arriver à une bonne tenue de nos réunions pour le bien de la ville. Ils sont un peu plus en nombre, mais jouent un rôle combien important pour dispenser les services municipaux. Ce sont les directeurs des différents services de la ville. Ils sont ici avec nous. Alors, n'hésitez pas à aller à leur rencontre pour faire connaissance. Je vous les présente. Donc, évidemment, pour plusieurs, vous connaissez la chef d'orchestre, notre directrice générale, Marie-Ève Mercier. On a notre nouvelle directrice capitaine des affaires juridiques, Kéliane Côté, notre directrice des communications, qui est brisée de la glace solaire pour moi, alors Caroline Poulain, notre directeur des finances, Martin Cadorette. Au greffe à la Cour municipale, elle vient d'arriver en cours d'année aussi à ce poste, c'est Marie-Claude Jacques. Ensuite de ça, notre directrice des loisirs, Marie-Pierre Lacasse. Notre directeur incendie, Kyle Landry. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre des chandelles allumées. C'est parce qu'on savait que le directeur incendie était là. Notre directeur des travaux publics, génie environnement, Alexandre Meillard. Et notre directeur de l'urbanisme et du développement économique, Luc Rémillard. Donc, merci beaucoup à toute cette équipe-là. Comme vous voyez, on a une équipe quand même jeune, plusieurs personnes. L'équipe s'est renouvelée beaucoup au cours des dernières années. On a vraiment un dynamisme très important au niveau des directeurs de service. Alors, on poursuit. Telford change, vous le savez, vous êtes au premier rang de cette transformation et faites partie des acteurs de changement. Nous attirons de plus en plus l'attention par notre dynamisme, notre résilience, notre profil entrepreneurial, mais aussi par l'originalité de nos actions. Vous savez quoi? Le monde aussi change. Ça ne se limite évidemment pas à Telford. Ici comme ailleurs, nous avons collectivement pris acte des enjeux environnementaux qui nous concernent tous. Mais ce qui peut paraître extrêmement étonnant, pour ceux qui nous regardent un peu plus loin, c'est ce rôle crucial que nous nous apprêtons à jouer dans l'économie verte de demain. Qu'on parle d'énergie renouvelable, de décarbonation, d'économie circulaire, nous sommes en train de nous positionner pour être des leaders incontournables. Notre ville, la Mercier aussi, avons su tirer notre épingle du jeu pour se développer au cours des dernières années, mais le plus beau, c'est qu'on a su le faire en assumant nos obligations environnementales et en investissant massivement dans nos infrastructures. Je vous ai dit que Telford changeait. Nous constatons tous que Telford va bien. J'ai choisi quelques éléments bien variés pour l'illustrer. Le premier que j'ai choisi est très visible, le logement.
En 2018, le taux d'inoccupation des logements était de 8,2 %. En 2023, il est de 0,3 %. Nos promoteurs ont répondu présent et le service de l'urbanisme et du développement économique a su bien les accompagner. En 2024, 163 nouvelles habitations ont été construites dans le multirésidentiel, 21 unités familiales jumelées en plus et 43 chambres qui se sont ajoutées également à la location. Pour supporter notre développement résidentiel, il est impératif aussi d'investir dans nos infrastructures sanitaires. Nous avons un plan bien établi à cet effet et une des pièces maîtresses de ce plan-là, c'est le bassin de rétention actuellement en construction au Parc Samuel. C'est un projet de 17 millions de dollars qui va réduire de façon incroyable les déversements d'égouts qu'on faisait dans la rivière, donc un bénéfice environnemental gigantesque. Un autre élément qui est apparu de façon très visible dans notre communauté, c'est l'apport des nouveaux citoyens issus de l'immigration. Ça fait déjà quelques années que le visage de Thetford change, vous me direz. Plusieurs d'entre vous avaient participé à un sondage mené par la MRC pour tenter de constituer le portrait de l'immigration dans nos entreprises et nos institutions d'enseignement. Eh bien, ce décompte-là, ce que ça nous apprend, c'est qu'il y a plus de 2000 travailleurs et 164 étudiants internationaux qui vous ont choisi, qui nous ont choisis, provenant d'une quarantaine de pays. Et ça, ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est un dénombrement dans les entreprises qui ont participé au sondage. Donc, dans les quelques dernières années, on parle de 2000 nouvelles personnes de différents horizons qui sont joints. Et ces gens sont essentiels à notre milieu, à vos entreprises. Ils s'intègrent bien ici et ils apprennent le français. Une autre belle démonstration que nos décideurs au niveau provincial et fédéral devraient cesser d'établir leurs règles en fonction de ce qui se passe à Montréal, sans se soucier de nos réalités et de nos besoins en région. Autre fait saillant de 2024, qui prend même de la vigueur en 2025, nos investissements massifs en pavage, alors que le budget 2024 prévoyait un montant de 5,7 millions de dollars en travaux de voirie, notre budget qui vient d'être déposé augmentera encore davantage la mise. Je le disais tout à l'heure, Thetford change, Thetford évolue. Nous venons prendre connaissance du plus récent décret de population qui établit la population officielle de la ville. Cette estimation, parce que c'en est une, c'est vraiment un fonctionnaire à quelque part, qui, selon ce qu'il pense, nous met un chiffre. C'est la réalité, en fait. Puis, le chiffre de cette année, il y a quand même une croissance. Pendant longtemps, il ne faisait pas croître. Là, on est à 26 891, donc 207 de plus qu'en 2024. Mais vous avez tous remarqué ce qui se passe dans notre ville. Le jour qu'il y aura un réel dénombrement, ce qui s'appelle le recensement, ça va faire comme la dernière fois, on a pris presque 1000 de plus lorsqu'il y a eu un recensement. J'ai mentionné tout à l'heure que notre parc d'habitation multirésidentiel s'est enrichi de 163 nouvelles unités en 2024. C'est énorme. Mais c'était absolument nécessaire pour répondre aux besoins émanant des nouveaux travailleurs que vous recrutez et les étudiants internationaux qui nous choisissent. Toutes des personnes que nous voulons garder ici à long terme, je me permets de le rappeler. OK, on construit, mais que dit notre indicateur par excellence, la valeur des permis de construction qui ont été mis l'an passé? Eh bien, en 2024, nous avons atteint 94 13 862 $ en valeur de permis. Je vous rappelle qu'on ne compte plus les petits permis de moins de 10 000 $, ce qui était quand même un grand nombre de permis, on ne les compte même plus. Et le 94 millions fait en sorte que c'est notre deuxième meilleure année à vie pour la ville. Depuis quelques années, je vous invite à suivre aussi ce que nous indique le baromètre immobilier sur la situation dans notre région. Sur l'augmentation du prix de vente moyen, on remarque que sur un an, la maison unifamiliale ici a progressé de 19 % versus 7 % ailleurs au Québec. Et sur 5 ans, on a augmenté de 84 % versus 64 % ailleurs au Québec. On était conscient qu'on avait du retard sur la valeur des maisons, mais on est en train de continuer à rétrécir cet écart-là. Pour le multifamilial, c'est encore plus frappant. Sur un an, nous avons progressé de 20 % versus 10 % au Québec, mais c'est sur 5 ans que les chiffres prennent tout leur sens en adéquation avec notre transformation éclatante. Nos immeubles multifamiliaux ont vu leur valeur croître de 83 % dans les 5 dernières années, comparativement à 36 % au Québec. C'est 50 % de plus de prise de valeur dans les 5 dernières années qu'ailleurs dans le multirésidentiel. Donc, le marché de la construction ne s'est vraiment pas refroidi cette année. Alors, vous voulez voir ce qui s'est construit? Voici les projets majeurs de l'année. Donc, on va y aller en image. Donc, un projet sur la rue Bédard avec Alliance SB. Un autre projet avec Alliance SB, c'est 3 immobilier sur la rue du Coteau. Cliche-Hérois Construction, donc ça faisait un bout de temps dans le secteur de l'école Curie d'Auteuil qu'on attendait que ça lève, donc le bâtiment à côté levé et l'école Curie d'Auteuil va se transformer également. On peut continuer. Avec VF Habitation sur la rue de la Nature,
Francis Grenier sur la rue La Violette, et encore une fois, VF Habitation sur la rue Site-la-Couille. Maintenant, dans le non résidentiel, on a le magasin Winners qui a vécu une ouverture record selon ce qu'on nous a dit. On a l'usine globale, groupe Global Expansion sur la rue Site-la-Couille. On a LDTech sur la rue Montfait qui a grandi. Et on a Robert Rousseau, directeur du Cégep à côté de moi. Le complexe sportif intérieur, donc un superbe ajout qui s'installe dans notre ville, pour lequel la construction va très bien. Alors voilà, c'est sans aucune inquiétude et sans voler aucun punch que je vous dis ce soir que la prochaine année sera encore effervescente en construction. Merci de faire travailler notre valeureuse équipe du service d'urbanisme et de développement économique. On ne veut surtout pas les voir chômer, ceux-là. Parmi les principaux projets annoncés ou en construction, il y a évidemment des projets de logement financés par le programme d'habitation abordable de Québec, pour lequel la Ville verse une contribution considérable aussi. C'est 72 nouvelles unités d'habitation subventionnées qui vont voir le jour, 48 avec le complexe Aura, qui est derrière le Saint-Hubert, et 24 au Renaissance, qui est derrière le Super-C. Pour donner une idée d'autres projets qui ont été annoncés, sans être exhaustif, j'ai juste voulu donner un échantillon. Il y a la nouvelle usine robotisée pour American Structure qui va s'installer dans le parc industriel de Black Lake, un nouveau restaurant Mike's qui va s'installer, une nouvelle installation pour le CPE, la Tourniquette, parce que oui, ça prend aussi des places en garderie. Soit dit en passant, la Ville a mis la main à la pâte aussi des garderies. On a ouvert une garderie pour les employés de la Ville, 12 places ouvertes au cours des derniers mois. Donc, je me suis amusé aussi à titrer le prochain segment. Peut-être, tout souvent, on a eu quelque chose 2.0 ou 3.0. Et là, on a le prochain segment, peut-être faire 2025.0. Parce que là, je vous dis, on est loin de l'usine de Chaudron, de la shop de couture. Hein? Notre ville, notre région a les atouts, des cerveaux et des ressources pour participer activement à la nouvelle ère énergétique et à la décarbonation du Québec. 2 entreprises se démarquent dans cette quête de décarbonation et ont l'intention d'opérer dans notre région. Sky Renew Technology et Deep Sky. 2 nouvelles entreprises qui sortent complètement de l'ordinaire. Elles souhaitent utiliser notre sous-sol pour soigner la planète. Sky Renew est finaliste pour le Grand Prix de 50 millions de dollars de X-Prize Carbon Removal. Ils sont présents ici ce soir. Bravo. Leur technologie unique permet de capter et séquestrer le CO2. Il y a même un partenariat avec la deuxième entreprise, Deep Sky, qui œuvre aussi dans la séquestration de carbone. Je me permets, parce qu'on les a rencontrés, Deep Sky, cette semaine, me permet de vous lire ce qu'ils retrouvent sur le petit prospectus, la page couverture du document de présentation qu'ils nous ont donné. Donc, vous voyez, en fait, la page qui est là, à l'écran. Ce qui est inscrit, puis ça, ils donnent ça partout, ce document-là. Cette initiative vise à positionner Tetford Mines et le Québec comme un chef de file mondial dans la lutte contre les changements climatiques. C'est parce que pour vrai, il y a encore du monde qui pense qu'on est une ville minière qui va voler. Et là, on parle de devenir un leader mondial dans la lutte contre les changements climatiques. On sait depuis longtemps que nos halles de résidus miniers représentent un réservoir de richesse qui ne demande qu'à être mis à contribution. Avec les projets de séquestration de carbone, des projets comme KSM, on a David Lemieux de KSM qui est dans la salle, qui va fabriquer des fertilisants à partir des résidus miniers. On a l'IMAG, évidemment, qu'on connaît tous, qui opère depuis plusieurs dizaines d'années à transformer les résidus miniers. Telford et sa région sont au cœur du plus gros projet d'économie circulaire au monde. Les rejets de nos mines deviennent la matière première d'autres entreprises. Une autre vision d'avenir qui se concrétise. Parlons énergie maintenant. La diversification des sources d'énergie que nous avons à offrir est probablement incomparable dans le monde, en raison de nos sites miniers. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre région fait partie des endroits qui ont vu des projets mis sur la touche par manque de disponibilité énergétique. Nous sommes donc tout à fait concernés par tout ajout potentiel de production d'électricité. Et en 2025, c'est évidemment l'énergie renouvelable dont il est question. Et quand dans la même région, on parle d'éoliennes, de panneaux solaires, de géothermie, de stockage d'énergie par batterie ou par pompage, c'est parce que tu te positionnes définitivement comme un leader dans le domaine. Saviez-vous que notre MRC vient de s'associer avec la MRC de l'érable et de l'Aude-Binière pour constituer une régie qui sera actionnaire à 50% des futurs projets éoliens sur nos territoires? Ça va nous permettre de collaborer étroitement avec les promoteurs, favorisant ici l'acceptabilité sociale des projets et la diversification de nos revenus municipaux.
Ça fait de nous le deuxième plus gros regroupement municipal à cet effet-là, après la coalition de l'Est, qui est au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. La technologie est en constante progression dans le monde des panneaux solaires et les promoteurs sont à l'affût présentement en cas d'appel d'offres d'Hydro-Québec et ont bien saisi le grand potentiel de nos espaces miniers. J'ai aussi eu l'occasion dans le passé de parler du potentiel gigantesque de nos sites miniers en géothermie. Et ce qui est complètement inhabituel, c'est que ces mines inondées sont en plein périmètre urbain, sont en plein centre-ville, ce qui ouvre la porte à un monde de possibilités. Surtout quand on pense à l'immensité des sites qui attendent une nouvelle vocation. Pour ce qui est du stockage par batterie, par pompage, c'est des procédés qui permettent de combattre les périodes de pointe où Hydro-Québec ne suffit pas à la demande. Hydro-Québec nous parle beaucoup de ces fameuses périodes de pointe. On peut faire partie de la solution. On comprend tous le principe des batteries, je ne m'étendrai pas là-dessus. Pour ce qui est du pompage, on en avait peut-être moins entendu parler. C'est intéressant de mentionner qu'encore une fois, nos sites miniers peuvent faire partie de la solution en produisant de l'électricité par turbinage de l'eau qui est dans le puits minier. Donc, le principe étant de produire en période de pointe. Donc, on produit de l'énergie pendant la période de pointe. Et lorsqu'on est en période de plus faible consommation, on utilise l'énergie pour pomper l'eau en haut. Elle va être prête pour être réutilisée pour pomper lors de la prochaine période de pointe. Sérieusement, est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres milieux où il y a autant de convergence de solutions en matière énergétique? C'est le temps de parler des bons coups. Les bons coups de 2024. Je sais, on a quand même abordé plusieurs éléments intéressants depuis tantôt, mais on vous a quand même sollicité pour nous fournir des nouvelles dignes de mention. Alors, on en a sélectionné quand même un bon nombre parmi ce qui nous a été envoyé. Alors, voici ce qui en ressort. Évidemment, on commence avec Coalia. On parle beaucoup de résumés, de transformation depuis tout à l'heure. On a un acteur clé dans le domaine des résumés qui est Coalia. Donc, une inauguration de projet d'agrandissement de 8,3 millions. On poursuit avec le prochain. Musée Minéraux, donc toujours un peu dans la même veine. Donc, un nouveau projet de réalité virtuelle, KB3. Sur la façon que ça se passe sous terre pour les mines, et une nouvelle exposition itinérante minéraux en safari qui a été mise en place. Le cégep avec la construction du complexe sportif intérieur, donc vraiment un superbe ajout en matière de loisirs pour nos jeunes, ça va être vraiment extrêmement intéressant. Et je tiens à mentionner aussi pour le complexe sportif intérieur, je remercie toutes les autres municipalités de la MRC qui ont embarqué. C'est un projet régional qu'on en a fait. Tout le monde a embarqué dans ce projet-là. Les bons coups, donc Voyage du Vasco, gagnant de 5 prix lors du symposium du groupe Atrium. Donc, les belles réussites pour cette entreprise. On continue. Héritage Centre-Ville. Donc, on sait qu'Héritage Centre-Ville est là pour animer notre milieu dans le centre-ville, fait plusieurs événements. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés cette année à l'exposition de voitures anciennes. C'était complètement fou. On parle de 10 000 personnes. Je le crois, il y avait du monde partout dans le centre-ville. Ça a été une très grande réussite. Nouvelle ouverture de restaurant avec un menu traiteur, donc juste du frais bistrot santé, donc un restaurant qui est différent de l'offre qu'on avait jusqu'à maintenant. Comité, donc notre autre centre de recherche collégiale, une nouvelle usine de fabrication prix commercial en investissement de 10,2 millions. Ajna Yoga, donc qui est arrivé avec, qui offre un service différent aussi, mais qui est arrivé avec une activité particulière, donc une retraite d'une semaine avec 28 personnes, c'est un grand succès au niveau de ce type d'activité-là. Dundee Technologies Durables, donc campagne de démonstration pour le recyclage de déchets électroniques, réalisation de verres d'arsenic stable de diverses sources d'arsenic de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est connue mondialement dans son domaine. Ruby Auto, un habitude au bon coup, il me semble qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles chez Ruby. Donc, qui ont fêté leur 40e anniversaire, j'ai eu l'occasion d'y aller, j'étais très content d'y aller, et une année record au niveau des ventes pour Ruby Auto. Le tremplin, donc les nouveaux programmes, plus qu'on a de monde qui arrive, plus qu'on a d'étudiants qui arrivent, entre autres les étudiants internationaux, il faut les former, et les former que ce soit en adéquation avec le marché du travail. Donc une alternance travail-études pour le programme d'assistance technique en pharmacie. 2 fois plus de candidats qui ont pu bénéficier des services, attestation d'études professionnelles aussi en service de garde et en toilette HM. Donc 2 nouveaux programmes. En S-Device, donc une croissance fulgurante, ça, c'est une entreprise qui est low profile. M. Gamache est là ce soir, là, il ne va pas crier haut et fort. Ils sont extraordinaires. Regardez l'autre projet qui ont parti, Spira. Juste lire ça, tu dis, wow, c'est chez nous que ça se passe. Création d'un système de dépistage du cancer par prélèvement de la laine qui sera utilisé cette année par le corps médical pour la validation. Je ne sais pas comment il y a de brevet dans cette entreprise-là, mais si vous affichez tout au mur, il va falloir faire un agrandissement parce que ça continue de bien aller. Alors, merci à M. Gamache et à son équipe. CDI Peinture. On vient tout juste. Vous savez, j'ai été commissaire industriel pendant plusieurs années. Toutes les usines de la région, je les ai vues. Je l'ai dit l'autre fois à la conférence de presse, à Carl.
J'avais jamais vu rien de tel. La grosseur de la machine qu'ils viennent d'installer, c'est complètement fou. L'agrandissement qu'ils viennent de faire, il y a à peu près 8 pieds chaque bord de la machine, parce que c'est la machine qui est grosse de même. C'est complètement fou ce qu'ils viennent d'installer. Seriac Peinture, qu'on a vu démarrer, quelqu'un a commencé ça dans son garage, est devenu le plus gros sous-traitant au Canada en peinture industrielle. Wow, certain. Puis si jamais une chose, j'avais la chance d'aller voir ça, vous allez capoter. Et du côté de la ville, maintenant, qu'est-ce que Pertinence mis dans nos actions de la dernière année? Encore une fois, j'ai sélectionné quelques éléments de différentes natures. Alors, dans un premier temps, je porte à votre attention que nous avons revampé le programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle. Donc, comme vous le savez probablement, si vous bâtissez un nouvel édifice ou si vous agrandissez, on a un programme de crédit de taxe. Donc, tout est disponible sur Internet si vous voulez voir comment ça fonctionne, voir si ça peut fitter avec les investissements que vous voulez faire. Ensuite, nous avons profité de cet événement l'an passé, donc la réception des gens d'affaires, pour annoncer la création d'Idées Tedford. Eh bien, la mise en place de l'organisme s'est faite en 2024 sous la présidence de Yves Bergeron, que je salue. Yves est dans la salle, un ancien conseiller municipal. On remercie beaucoup de s'impliquer avec nous. Je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux d'Idées Tedford si ce n'est pas déjà fait pour bien au fil des nouvelles économiques ici. 2024 a aussi été l'occasion de mettre à jour notre plan municipal vert. Le plan 2025-2030 a donc été adopté. Il s'agit d'un plan d'action axé sur le développement durable qui comprend 10 thématiques, 13 objectifs et 41 actions. Enfin, parce que c'est l'un des plus gros chantiers de génie civil de l'histoire de la ville, parce que c'est innovateur, parce que le bénéfice environnemental sera gigantesque en réduisant les déversements d'égouts dans la rivière, je me dois de revenir avec le bassin de rétention Saint-Noël. Pour vrai, Tedford est en train de s'élever au-dessus de la mêlée et de devenir un modèle environnemental. Maintenant, allons-y plus précisément avec les actions posées pour aider notre centre-ville. Plus d'efforts que jamais sont consentis pour contribuer à l'essor de ce cœur historique et commercial de la ville. Nous avons mis en place un programme d'aide à l'implantation et à l'expansion de commerce et services qui a bénéficié à 8 projets cette année. Et le programme de revitalisation visant à la construction domiciliaire qui a permis l'ajout de 29 chambres. Puis nous avons installé des vitrines trompe-l'œil afin d'embellir le centre-ville, mais aussi d'inspirer d'éventuels promoteurs sur des projets potentiels. Mais le dernier élément va contribuer de façon encore plus significative au renouveau que nous tentons de propager au centre-ville. Nous allons réaménager l'axe de la rue Saint-Joseph pour en faire un accès direct vers Cob-Étroit et son parc urbain, en réaménageant le terrain derrière l'hôtel de ville et celui nouvellement acquis sur la rue King. Ça va être beau, utile et pratique. Vous voyez l'image qui était à l'écran. Donc, la rue Saint-Joseph étant la rue qui est directement à côté de l'hôtel de ville. C'est l'heure de la présentation des grandes lignes du budget. C'est toujours un exercice ardu de faire un budget, c'est toujours un choc pour les nouveaux conseillers municipaux qui rentrent lors d'une élection, de voir à quel point c'est plus de choses qu'on veut faire que les choses qu'on peut faire. Mais encore une fois, on s'en est très bien tiré. Au final, nous réussissons à être sous la barre de l'inflation avec une augmentation du compte de taxe de 1,9 %. L'exercice comportait cette année un enjeu supplémentaire avec le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation qui aurait compliqué la donne si les augmentations de valeur n'avaient pas été cohérentes partout sur le territoire. Mais finalement, les valeurs ont pas mal progressé dans le même sens partout. Ça réduit donc les mauvaises surprises. Mais le nouveau rôle résultait tout de même avec des augmentations de valeur importantes. On les voit à l'écran, donc 36 % d'augmentation de valeur moyenne des maisons, 21 % d'augmentation de valeur dans l'industriel et 15 % dans le commercial. On a donc abaissé le taux de taxation dans les mêmes proportions pour une augmentation du compte de taxe plus que raisonnable. On fait quoi avec les sommes que vous nous confiez cette année? Bien voilà, le budget d'opération augmente de 3,92 %. Alors, si on réussit à avoir seulement 1,9 % d'augmentation des taxes, c'est en raison de la croissance du parc immobilier, en raison de nouveaux revenus, comme des transferts venant de la TVQ, l'augmentation du montant reçu en péréquation et d'une diminution de la facture de police. Et c'est quand même 33 millions de dollars en projets d'immobilisation qui seront lancés cette année, dont, tenez-vous bien, 13,8 millions de dollars en voirie, comparativement à notre année record de l'an passé de 5,7 millions. Donc, si vous avez vu des chantiers cette année, sachez qu'on a peut-être des sous-traitants qui ont racheté des cons oranges cette année. Donc, quand on regarde la courbe pour le compte de taxe moyen, on remarque que l'augmentation a été de 36 $ par année en moyenne sur 10 ans, malgré le contexte inflationniste que notre organisation municipale a vécu, comme vous l'avez tous vécu. Et quand on se compare à d'autres villes comparables pour le résidentiel, on peut constater que nous sommes à 284 $ sous la moyenne québécoise pour le compte de taxe moyen.
Quant à l'endettement, nous sommes à moins de la moitié la moyenne québécoise, soit 4 657 $ de moins que la moyenne par résidence au niveau de l'endettement par unité d'évaluation. Pour ce qui est des taxes commerciales et industrielles, ça c'est comme les taxes que vous payez, c'est toujours trop cher, on le sait. Mais des fois, c'est bon de se comparer quand même. Alors, ce qu'on remarque, le même constat, c'est que, sauf exception, nous sommes largement plus bas que dans toutes les autres villes auxquelles on peut se comparer en matière de compte de taxes commerciales et industrielles. Parmi nos enjeux pour la prochaine année, il y a définitivement la disponibilité des espaces industriels. En fait, pour ceux qui fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça, là, ça serait le temps de reprendre la mode des balades en voiture du dimanche. Là. Allez faire un tour dans nos parcs industriels, pour vrai. C'est pratiquement plein partout. C'est vraiment beau à voir. Le service d'urbanisme et de développement économique planche actuellement sur les options d'agrandissement à court, moyen et long terme pour nos espaces industriels. Il faudra agir rapidement parce que nous avons l'heureux problème d'avoir des entrepreneurs dynamiques qui produisent de la demande pour nos espaces industriels. L'enjeu de la main-d'œuvre a évolué aussi au cours de la dernière année. Il s'agit toujours d'une préoccupation. D'autant plus que les changements de règles entourant l'immigration ont semé la pagaille. Tant pour les travailleurs que pour les étudiants internationaux, nos gouvernements ont jugé bon de compliquer la vie de tout le monde parce que ça se passait mal à Montréal. Là-bas, à Montréal, le taux de chômage est élevé. Il manque de logement et ça met en péril le français. Et puis ici, ça se passe bien. Les immigrants ici s'intègrent et apprennent le français. On a connu des enjeux de logement qui se sont quelque peu résorbés en raison du dynamisme du marché immobilier et on voit tous les projets qu'on a sur la table pour faire en sorte de répondre à ce besoin de logement. Ici, le taux de chômage est bas depuis longtemps et on a besoin de renfort. Pas juste pour quelques métiers triés sur le volet et pas seulement non plus pour les métiers à haut salaire. On manque de monde. Et ceux qu'on veut accueillir, on veut qu'ils restent. Pour que leurs conjoints, leurs enfants finissent éventuellement aussi par se former et aller travailler dans nos hôpitaux, nos écoles, nos entreprises. Quoique les promoteurs aient répondu à l'appel et que nous battions des records de construction et d'ajout d'unités d'habitation à 0,3 % de taux d'inoccupation, il est évident que ça demeure un enjeu prioritaire. Alors, heureusement, vous avez choisi de bien occuper notre service d'urbanisme et les projets seront encore très nombreux en 2025. Certains assez surprenants même. On verra. Un autre enjeu qui apparaît sur le radar quand on pense à plus long terme, c'est nos infrastructures de loisirs. Plusieurs sont vieillissantes, d'autres sont manquantes et certaines vont être améliorées. Donc, le service des loisirs et de la culture s'est aussi penché sur la question et orientera le conseil municipal à cet effet, mais il faut s'attendre à des investissements importants au cours des prochaines années à ce niveau-là. En matière d'environnement, les investissements devront se poursuivre pour diminuer notre impact environnemental à ce qui a trait aux eaux usées. Nous devons être encore plus performants dans notre gestion des matières résiduelles. Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai dans nos maisons, c'est vrai dans nos entreprises, dans nos écoles et dans nos hôpitaux. On parle d'enjeux, et même si ce n'est pas de compétence municipale, je ne peux pas passer sous silence les préoccupations de notre milieu concernant la situation du système de santé dans notre région. Nous avions le meilleur hôpital au Québec. Nous sommes maintenant noyés dans une méga structure qui se fout de nous. Les actions doivent se prendre pour que notre région puisse bénéficier de services complets et de qualité. La prochaine diapo, en fait, j'ai tellement hâte d'enlever cette diapositive-là de ma présentation, c'est le dossier de moi. L'an passé, je l'ai présenté comme une course à obstacles. Cette année, je ne sais pas trop si je dois parler de steeplechase ou de marathon, mais c'est long. Oui, par exemple, je dois dire qu'il y a des gens qui nous aident dans ce dossier-là. Mais de façon polie, je dirais qu'il y a encore des obstacles. Et j'ai vraiment hâte que tous les fonctionnaires travaillent dans le même sens et qu'on reconnaisse les efforts et les compromis qui ont été faits. C'est bon? Alors, cette année, je vous invite à franchir des nouveaux sommets. Osons être audacieux dans nos ambitions, visionnaires dans nos projets et solidaires dans nos collaborations. Ensemble, faisons de notre ville un modèle d'audace économique où chaque idée ambitieuse trouve les ressources et l'élan pour devenir une réussite. Merci d'avoir été présents en si grand nombre. Merci à l'équipe pour l'organisation de l'événement. Merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main pour la préparation de mon élection et pour le support visuel. Merci à vous de contribuer à l'essor économique de Thetford et sa région. Profitez bien de la soirée. Amusez-vous. Au revoir.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la réception civique des gens d'affaires de Thetford Mines et nous rencontrons le maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Bonjour, M. Brousseau. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ah oui, ça va très bien. On a une belle soirée. Parfait. En quelle année, finalement, depuis quand se tient cet événement annuel auquel nous avons assisté ce soir? Je pourrais pas vous dire depuis quand exactement, mais ce que je peux vous dire, ça fait plusieurs décennies. En fait, au début de... Je suis tout jeune, là, mais au début de ma carrière professionnelle, je venais déjà à la réception civique des gens d'affaires. Donc, ça fait quelques décennies déjà que ça existe. En ce qui concerne le bilan de l'année dont vous venez de parler avec nous, quels sont les événements marquants que vous aimeriez nous communiquer? C'est sûr que ce qui ressort vraiment de la dernière année, il y a le logement. Le logement, on a ajouté 164 nouvelles unités d'habitation dans le multirésidentiel, plus, je pense, c'est 23 maisons, du jumelé à des nouvelles chambres qui ont été mises en location. Donc, le marché résidentiel, le marché de la construction est très, très, très dynamique. 94 millions de la valeur des permis de construction qui ont été émis. Alors, c'est vraiment majeur. On a l'immigration aussi qui continue d'affluer. Donc, il y a un sondage qui a été fait par la MRC qui a fait en sorte de dénombrer plus de 2000 personnes d'une quarantaine de pays différents qui sont arrivés chez nous dans les dernières années. Alors, c'est vraiment pour répondre à un besoin de main-d'œuvre qui était criant. Et puis ensuite de ça, ce qui est majeur aussi, c'est des investissements importants qu'on a faits en matière environnementale, dans nos infrastructures sanitaires. C'était nécessaire pour pouvoir continuer à se développer. Et on a investi vraiment des gros montants. Vous avez répertorié aussi lors de la soirée les bons coups de 2024. Voudriez-vous nous parler de certains d'entre eux? Oui, c'est ça. Bien, il y en avait plusieurs. En fait, même nous, il a fallu qu'on fasse un tri parce qu'il y a tellement de bons coups à un moment donné. On ne voulait pas que ça dure trop longtemps. Mais parmi les bons coups, plusieurs agrandissements, entre autres dans nos centres de recherche. On a des centres de recherche qui se classent très bien au Canada, autant que Mitech, que Coalia. Donc, ils ont chacun fait des agrandissements importants. On a des nouvelles entreprises qui sont nées. On a des entreprises qui ont gagné des prix. Je pense à Voyage Vasco. On a IS Device, une belle compagnie qui est en train de créer un nouveau traitement pour le cancer, pour détecter le cancer. Alors, vraiment, là, sans rentrer dans le détail de tous les projets, il y a vraiment des choses extrêmement diversifiées qui ont été faites. Donc, les entreprises qui s'agrandissent, nos centres de recherche s'agrandissent, nos entreprises qui gagnent des prix un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment magnifique de voir ce qui se passe chez nous. Oui, il y avait quand même beaucoup de bons coups, ça, on l'a remarqué de notre côté. À la lumière de ce qui a été mentionné ce soir, comment vous entrevoyez la santé économique de la ville de Thetford pour l'année 2025? Bien, si je me fie à mon service d'urbanisme de développement économique qui est encore surchargé présentement, on peut s'attendre à ce que ça bouge encore énormément, entre autres dans le monde de la construction. On a plusieurs projets. On a nos parcs industriels qui sont pratiquement pleins, donc on a vraiment un enjeu important de ce côté-là, à agrandir nos espaces industriels pour pouvoir continuer d'accueillir des gens. Ensuite de ça, toutes les questions de nos infrastructures de loisirs aussi. On sait qu'on a des investissements importants à faire de ce côté-là. Ça vieillit, on en a besoin de plus. On a besoin de rénover ce qui était là. Donc, il y a des investissements qui s'en viennent de ce côté-là. Au niveau de la main-d'œuvre, immigration, les règles ont changé en immigration. C'est un gros problème pour nos entreprises. Donc, on va continuer de les appuyer, faire en sorte de cheminer là-dedans parce que même si à Montréal, le taux de chômage est élevé, chez nous, il est encore très bas. Nos entreprises ont besoin de monde dans tous les domaines. Quelles sont les perspectives de développement économique pour 2025? Bien, en fait, on le voit par les différents projets qu'il y a. On a déjà plusieurs projets qui se sont annoncés, des projets, encore une fois, de toutes sortes, que ce soit dans la restauration, dans l'industriel. Puis on a des projets qui ne sont pas encore annoncés, mais ce qu'on sait, c'est que présentement, nos espaces industriels, il n'en restera plus probablement à la fin de l'année. Alors, ça veut dire qu'il y a des nouveaux projets qui s'installent. Alors, c'est vraiment de très, très bon augure pour l'économie de la prochaine année et des très gros projets de développement résidentiel aussi, de multilogement. Donc, ça va continuer de bouger. On a du logement social aussi. On a 2 projets qui vont être en construction cette année. 72 nouvelles unités de logements abordables. Donc, c'est une grosse contribution de la Ville de façon financière, mais c'est un besoin également. Et quelles seraient les priorités économiques au niveau de la Ville pour 2025? Bien, nos priorités, encore une fois, c'est de répondre aux besoins de logement, c'est de répondre à nos espaces industriels qui commencent à être manquants, c'est de contribuer avec nos entreprises, faire en sorte d'être attrayant pour attirer la main-d'œuvre, réussir à cheminer notre dossier d'immigration, qu'on puisse continuer à aller chercher des gens ailleurs, parce que ce qui a été le remède économique à notre région dans les dernières années, c'est vraiment l'immigration qui a permis à nos entreprises de continuer à opérer et parfois même d'éviter de délocaliser la production ailleurs parce qu'on manquait de monde. Là. Est-ce qu'il y aurait des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur? Ah, c'est une bonne question. C'est sûr que les projets de logement abordable, c'est important. Donc, ça répond vraiment à un besoin. Le projet de complexe sportif au Cégep qui est en construction présentement, ça va être extraordinaire ce qu'on est en train d'ajouter là.
Sinon, c'est ça, en fait, vraiment les projets résidentiels, il faut continuer à lever du logement, faire en sorte de répondre aux besoins. Et bien, si on se fie à la planche à dessin, au service urbaniste, c'est en train de se produire. On a un peu parlé d'immigration aussi au cours de votre assemblée. Qu'est-ce que vous pensez de l'importance de l'immigration pour la ville de Thetford? En fait, les immigrants, les gens qui nous ont choisis, parce que quand on parle d'immigration, c'est quand même une chance qu'on a parce que ces gens-là ont choisi de venir s'établir chez nous. Bien, en fait, pour notre économie, ils sont extrêmement importants. Les immigrants chez nous s'intègrent bien. Les immigrants chez nous, souvent, on travaille très, très rapidement. En fait, la plupart du temps, c'est les entreprises qui vont les chercher, donc ils travaillent au premier jour. Chez nous, ils réussissent à apprendre le français, contrairement quand on emmène des immigrants à Montréal. Pour la francisation de nos immigrants, c'est ici qu'il faut que ça se passe. Maintenant, il faut quand même qu'on leur donne des cours de français, ce qui est un enjeu. Ça a l'air facile à dire, mais ça a été un enjeu dernièrement. On espère que le gouvernement va continuer de financer la francisation de nos gens qui s'en viennent parce que les gens veulent rester ici et c'est ce qu'on veut. On a aussi parlé d'énergie verte, ce qui a beaucoup attiré mon attention au fond. Quels sont les grands projets en développement à ce niveau-là? Bien, on sait qu'en matière d'énergie verte, déjà, l'éolien, je pense que les gens commencent à être un peu au courant. On est ici au centre de congrès, juste devant nous, on a un parc éolien qui est visible. Ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que la MRC des Appalaches s'est adjointe avec la MRC de l'érable, la MRC de l'Ominière pour créer une nouvelle régie. Donc, on va être actionnaire des prochains projets éoliens dans la région à 50 %. Donc, ça va permettre d'améliorer l'acceptabilité sociale des projets et de diversifier les revenus municipaux. Donc, ça, c'est super important. Mais nos mines nous permettent un monde de possibilités aussi, avec des grands espaces pour installer des panneaux solaires. Alors, s'il y a un appel d'offres dans le solaire, on sait qu'on a des gens intéressés à regarder ça. On a un potentiel de géothermie incroyable dans le centre-ville, avec les mines qui sont là, qui se sont inondées avec le temps. Donc, une grande masse d'eau disponible à la géothermie en plein centre-ville, c'est vraiment pas courant. Et nos sites miniers permettent aussi d'avoir de l'espace pour faire du stockage d'énergie par batterie. Donc, on comprend qu'on stocke l'énergie, on la redistribue lorsqu'on est en période de pointe. Et par pompage aussi. Donc, le système du pompage, c'est on va produire de l'électricité en période de pointe en turbinant l'eau qui est dans les puits miniers. Et lorsqu'on n'est pas en période de pointe, on utilise l'énergie pour renvoyer l'eau en haut, pour qu'elle soit disponible pour un nouveau turbinage en période de pointe. Donc, on produit de l'énergie quand on en a besoin et on en consomme lorsqu'il y a de la disponibilité pour pouvoir être prêt pour la suite. Bien, merci, M. Brousseau. Je vous souhaite une très belle fin de soirée à vous. Bien, merci d'être venu à notre réception civique. On apprécie beaucoup. Toujours à la réunion civique des gens d'affaires de Thetford Mines, nous sommes avec les fondateurs de l'entreprise Sky Renew. Vous êtes monsieur? Martin Brouillette. Gabriel Vézina. Pourriez-vous nous parler un peu du projet que vous avez de votre côté? Sky Renew, c'est une technologie qui combine du captage de CO2 directement de l'air avec la minéralisation du CO2 avec les résidus miniers, pour emprisonner le CO2 puis le retirer de l'atmosphère. Quelle est la technologie impliquée dans ce projet? Il y a deux technologies. La première technologie, c'est une technologie de captage où on utilise un matériau absorbant qu'on fait une façon de filtrer l'air pour retirer du CO2 de haute pureté. Ce CO2-là est utilisé à une autre technologie où on fait la séquestration et là, on a un entrée de CO2 haute pureté plus des résidus miniers dans lesquels on fait une carbonatation pour ressortir des carbonates dans lesquels le CO2 est emprisonné dans la roche. Vous êtes en liste pour un prix présentement. Pouvez-vous nous en parler? Bien, c'est une compétition qui a commencé en 2021. Ça s'appelle le X-Prize Carbon Removal. Ça comprend 100 millions de dollars en prix. On est à la dernière phase du concours. Il y a 1200 équipes qui ont postulé à travers le monde, puis on est dans les 20 finalistes pour le grand prix de 50 millions de dollars. Mon Dieu, je vous souhaite la meilleure des chances à ce niveau-là. Et quels seraient les impacts pour la région, selon vous? Notre plan de développement est construire une usine en région pour faire le premier déploiement sur site. Donc, l'argent ferait juste accélérer le processus de développement et d'installation de nos équipements. Je vous souhaite la meilleure des chances vraiment pour ce prix-là. Je vous souhaite la meilleure des chances aussi dans vos projets. Merci beaucoup, M. Jacques. Dans le cadre de la réception civique des gens d'affaires de Thetford, nous rencontrons également aujourd'hui Mme Myriam Bolduc, qui est vice-présidente de la Fondation pour toi. Bonjour, Myriam. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quelque sorte ce qu'est votre organisme? Oui, bien sûr. On est un organisme, on s'appelait avant la Fondation Renaissance. On a changé de nom cette année pour la Fondation pour toi. On est un organisme qui travaille en hébergement adapté, en déficience intellectuelle, en troubles du spectre de l'autisme puis en déficience physique.
C'est parfait, merci. En quoi votre organisme est-il essentiel pour la région? On voit beaucoup de fermetures de résidences dans les dernières années, beaucoup de coupures au niveau de la santé. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est de maintenir des hébergements qui sont de qualité, qui permettent de garder les gens avec une déficience dans la région, de les garder proches de leur milieu, de leur famille. Donc, et puis aussi de répondre à leurs différents besoins, parce que c'est pas parce que tu as une déficience intellectuelle que tes besoins sont pareils que toutes les autres personnes qui ont une déficience. Donc, de permettre d'avoir un hébergement aussi qui réponde à leurs besoins. De là, la Fondation pour toi, pour un toit, mais aussi pour chaque personne. Aussi, est-ce qu'il y a d'autres services que votre organisme offre? Bien, en fait, notre organisme offre des services différents dans le sens que les résidences de type familial offrent vraiment un hébergement qui est plus adapté pour une clientèle plus lourde. Puis, les logements avec service, eux, offrent des services différents, en fait, pour une clientèle qui est plus autonome. Donc, on a un service d'éducation spécialisé, des activités de jour. On essaie de les intégrer. Justement, ce soir, il y avait 2 locataires qui étaient présentes. On va être au tournoi de ballon-ballet. On essaie vraiment de les intégrer dans la communauté grâce à nos éducateurs pour qu'ils vivent là, comme des adultes de leur âge le plus possible. Et ça fonctionne bien à ce niveau-là? Oui, vraiment. On a eu des belles subventions. On a travaillé sur la cour. On va leur faire un jardin, des cabanes d'oiseaux. On essaie vraiment que leur vie soit la plus stimulante possible. Eh bien, merci de votre participation et on va sûrement se recontacter à un certain moment donné pour poursuivre cette entrevue plus à fond. Et ça nous fera un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.